Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Inside News RDC. Nous sommes le dimanche 14 décembre 2025. L'heure est grave et la confusion règne. Alors que l'Est du pays s'embrase avec la chute stratégique d'Uvira et que des milliers de nos compatriotes prennent le chemin de l'exil, Kinshasa offre ce soir le spectacle d'une cacophonie politique inquiétante. Au sommaire de cette édition, la capitale retient son souffle pour ce lundi 15 décembre. D'un côté, l'Alliance pour le changement maintient sa marche de protestation. De l'autre, le gouvernement provincial nie toute opération ville morte et exige la reprise du travail. Qui écoutera qui? Nous ferons le point sur ce bras de fer. Sur le front diplomatique et sécuritaire, l'accord de Washington, signé il y a à peine 10 jours, semble déjà caduc sur le terrain. Le cardinal Ambongo et le docteur Mukwege sortent de leurs réserves pour dénoncer l'inefficacité des textes face à la réalité des balles, tandis que le Burundi accuse ouvertement le Rwanda devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Enfin, nous reviendrons sur les propos chocs du chef de l'État. Félix Tshisekedi a déclaré hier avoir hérité, je cite, d'une armée de clochards à son arrivée au pouvoir. Une franchise qui passe mal pour certains, alors que les FARDC peinent à contenir l'avancée du M23. L'information rigoureuse, l'analyse sans concession, c'est tout de suite, c'est sur Inside News RDC. Commençons par cette incertitude qui plane sur la ville de Kinshasa pour la journée de demain, lundi 15 décembre. Les Kinois se couchent ce soir avec des instructions contradictoires, symptomatiques d'un climat politique de plus en plus polarisé. D'une part, nous avons la position officielle. Le gouvernement provincial de Kinshasa a publié ce dimanche un communiqué ferme. Il n'y a ni ville morte, ni marche, ni sit-in autorisé pour ce lundi. L'exécutif provincial qualifie les appels à la mobilisation de fausses alertes et invite la population à vaquer librement à ses occupations, tout en mettant en garde les potentiels fauteurs de troubles. Cependant, cette apparente sérénité administrative se heurte à la détermination de l'opposition. Jean-Marc Kabound, président de l'Alliance pour le changement, a utilisé ses réseaux sociaux ce samedi pour confirmer le maintien de sa marche, bravant ainsi l'interdiction de l'hôtel de ville. L'argumentaire de Jean-Marc Kabound repose sur l'article 26 de la Constitution. Il dénonce une tentative du pouvoir d'interdire arbitrairement une manifestation pacifique. Ces mots sont durs. Il accuse le régime de s'être rangé du côté de l'arbitraire et de l'oppression, choisissant de museler les Congolais qui exigent la fin de l'agression dans l'Est plutôt que de les protéger. Pour lui, se taire aujourd'hui équivaudrait à une soumission face à ce qu'il qualifie de tyrannie. Cette confrontation directe pose une question fondamentale sur la gestion de l'espace démocratique en temps de crise. L'hôtel de ville justifie son refus par le fait que la marche est prévue dans une zone interdite. Mais au-delà de l'aspect technique, c'est la capacité de l'État à tolérer la contradiction dans un moment de fragilité nationale qui est testée demain. Si la rue répond à l'appel de Kabound, malgré le dispositif policier, cela marquera une rupture significative entre l'autorité urbaine et une partie de la population. Il est également crucial de noter que l'opposition ne fait pas bloc. Deli Sezanga, du parti Envol, a tenu un meeting populaire hier à Ngaliema où il a appelé la population à rejeter une autre marche, celle convoquée par l'Union sacrée, la plateforme au pouvoir, prévue pour le 19 décembre. Deli Sezanga fustige l'idée même que la majorité manifeste. Pour lui, quand on est au pouvoir, on doit agir, assumer ses responsabilités et produire des résultats, et non organiser des marches. Il estime que si le régime actuel ne peut pas sécuriser le pays, il devrait laisser la place. Cette fragmentation des appels à manifester, Kabound le 15, l'Union sacrée le 19, Sezanga appelant au boycott, risque de diluer le message envoyé aux dirigeants et à la communauté internationale. Au sommet de l'État, la première ministre, Judith Suminwa, tente de serrer les rangs. Lors du dernier Conseil des ministres, elle a exprimé ses regrets face aux prises de position publiques, polémiques
de certains membres du gouvernement. Elle a rappelé que toute déclaration d'un ministre engage la République et que les messages dissonants fragilisent l'action publique. Madame Souminoua insiste sur une communication coordonnée, cohérente et responsable. C'est un rappel à l'ordre nécessaire, mais qui trahit peut-être une fébrilité interne. Quand la chef du gouvernement doit publiquement demander à ses ministres de faire preuve de solidarité, cela suggère que les tensions liées à la gestion de la crise sécuritaire commencent à fissurer l'unité de l'exécutif. Tournons-nous maintenant vers l'Est, où la réalité du terrain semble cruellement démentir les succès diplomatiques annoncés. La chute de la ville d'Uvira aux mains de l'AFC/M23 a provoqué une onde de choc qui remet en cause toute la stratégie actuelle de Kinshasa. Il y a tout juste 10 jours, le 4 décembre, le président Tshisekedi était à Washington pour entériner un accord de paix avec le Rwanda. Aujourd'hui, Uvira est occupée. Ce décalage temporel et factuel est au cœur des critiques formulées par les plus hautes autorités morales du pays. Le cardinal Fridolin Ambongo, clôturant l'assemblée de l'ACAEC, a posé la question qui fâche. Comment comprendre qu'à moins d'une semaine de la ratification des accords de Washington, la ville d'Uvira tombe sous occupation? Pour le prélat, cette chute démontre les limites des accords qui, selon lui, excluent subtilement les Congolais et veulent normaliser le pillage systématique des ressources. Sa position est claire. La seule paix authentique est une paix désarmée et les processus actuels, Washington, Doha, montrent leur faiblesse. Même son de cloche, mais avec une demande de sanctions plus explicite chez le docteur Denis Mukwege. Le prix Nobel de la paix s'est dit profondément surpris par la tiédeur de l'Union africaine qui appelle à la retenue sans nommer l'agresseur. Mukwege rappelle que la résolution 2773 de l'ONU exige le retrait des forces rwandaises. Face à ce qu'il appelle des condamnations creuses, il exige des sanctions économiques coordonnées et la suspension de l'aide internationale au Rwanda. La crise prend une dimension régionale encore plus inquiétante. Le Burundi, par la voix de son représentant à l'ONU, Zéphirin Maniratanga, a officiellement accusé le Rwanda d'avoir favorisé la prise d'Uvira. Bujumbura dénonce des attaques transfrontalières, incluant l'usage de l'artillerie et de drones qui ont touché le territoire burundais. Cette intervention burundaise est capitale. Elle confirme que le conflit n'est plus seulement une affaire congolo-rwandaise, mais un risque d'embrasement régional majeur. Si le Burundi se considère attaqué via les opérations du M23 Rwanda en RDC, nous pourrions assister à une internationalisation militaire du conflit que les accords de Washington étaient censés prévenir. À Kinshasa, le député Patrick Matata a déposé une proposition de résolution demandant au gouvernement de réévaluer tous les accords sécuritaires. Il pointe du doigt l'incohérence des partenaires internationaux qui se disent amis de la RDC tout en fournissant des armes au Rwanda. L'échec de la diplomatie préventive est patent. Deli Sezanga l'a résumé lors de son meeting. Aucun Américain ne viendra ici se battre pour les Congolais. Il appelle à cesser de compter sur l'extérieur et à organiser notre propre armée. C'est justement sur l'état de notre armée que le président de la République a tenu des propos qui feront date. Lors d'un échange avec la jeunesse hier à Kinshasa, Félix Tshisekedi a choisi la transparence brutale pour décrire l'héritage militaire qu'il a reçu. Je le cite. « Lorsque je suis arrivé à la tête de ce pays, pardonnez-moi l'expression, j'ai trouvé une armée de clochards. Le chef de l'État a décrit des soldats envoyés au front, sans ration, sans solde, sans munitions, sans encadrement, à qui l'on demandait pourtant des miracles. Il affirme avoir fait de l'amélioration de leurs conditions sociales une priorité absolue, citant notamment le doublement des salaires effectifs depuis mars 2025 et l'augmentation du budget de la défense. Entrons dans le contexte. Ce terme, clochard, bien que justifié par le président comme une description des conditions de vie misérables des soldats par le passé, risque de heurter. Il souligne l'immensité de la tâche de reconstruction de l'appareil sécuritaire.
Mais pour les populations de Masisi, où des combats violents ont encore éclaté hier entre le M23 et les Wazalendo à Oufamandou 2, ou pour les habitants de Mwenga paniqués par des rumeurs d'avancées rebelles, ce constat présidentiel résonne douloureusement avec leur insécurité actuelle. Le président a également pointé du doigt un manque de patriotisme généralisé, citant la corruption comme un cancer qui détruit les efforts de mobilisation des recettes. Il a exhorté la jeunesse à retrouver le sens de l'État. C'est un appel à la responsabilité collective, mais qui peut être perçu comme un aveu d'impuissance face à la corruption systémique qui gangrène l'administration, y compris dans la chaîne de dépenses militaires où des détournements ont encore été sanctionnés récemment. Pendant que les stratégies se discutent dans les bureaux climatisés, sur le terrain, les Congolais tentent de survivre et parfois de dire stop. Dans le territoire de Béni, les transporteurs ont pris une décision radicale. À partir de demain, 15 décembre, ils suspendent le paiement de toutes les taxes routières. La raison est simple et visible, l'état de délabrement avancé des routes, notamment les axes Kiavinyonge-Karuruma. Alors qu'ils payent entre 10 et 15 $ par passage, ils exigent des comptes sur l'utilisation de ces fonds. C'est un acte de désobéissance civile fiscale. Lorsque le citoyen ne voit plus la contrepartie de l'impôt en termes de services publics, le contrat social se rompt. Cette action des transporteurs de Béni pourrait faire tache d'huile si le gouvernement ne répond pas rapidement par des travaux concrets et non des promesses. Dans le Kwango, à Tembo, c'est la solidarité locale qui remplace l'État. Le village a accueilli plus de 500 refoulés congolais d'Angola en un mois. Les familles d'accueil sont à bout de souffle, sans aucune assistance du gouvernement ni des ONG. Le président de la société civile locale décrit une situation indescriptible et en est réduit à quémander pour aider ses compatriotes. Même désolation au sud Kivu, où les habitants fuient vers le Burundi, traversant les marais de la Ruzizi dans des conditions périlleuses. Le HCR et le Burundi tentent de gérer cet afflux, mais la fermeture des commerces à Baraka par crainte des pillages montre que la psychose est totale. Il y a tout de même des signes de résilience et de modernisation. Sur le lac Albert, en Ituri, le transport fluvial se transforme. Les pirogues en bois vétustes laissent place à des canots rapides. Au moins 7 agences opèrent désormais, réduisant le temps de trajet vers l'Ouganda d'une demi-journée à 1 heure. Les commerçants délaissent la route terrestre, trop dangereuse à cause des groupes armés, pour cette voie lacustre plus sûre. C'est la preuve que lorsque la sécurité terrestre faillit, les Congolais trouvent des alternatives pour continuer à commercer et à vivre. Terminons sur une note d'espoir et d'unité nationale avec nos léopards. La préparation pour la CAN 2025 au Maroc a officiellement débuté. 4 premiers joueurs sont arrivés hier à Alicante, en Espagne, pour le stage de préparation. Timothy Fayulu, Mathieu Epolo, Dylan Batubinsika et Brian Sipenga. Le rassemblement est une course contre la montre, d'autant que la FIFA a compliqué la libération des joueurs, obligeant à annuler les matchs amicaux de prestige contre la Côte d'Ivoire et l'Angola. À la place, la RDC affrontera la Zambie ce mardi 16 décembre. Un clin d'œil à l'histoire, rappelant la finale de 1974. Le président Tshisekedi a envoyé un message galvanisant aux joueurs, leur demandant de jouer avec dextérité, engagement et un sens élevé du devoir national. Il espère que le football servira, comme souvent, de ciment à une nation fragilisée. Sur le plan local, notons malheureusement que la violence s'invite encore dans nos stades. Le match Lupopo contre Bazzano s'est soldé par des actes de vandalisme après un penalty non sifflé, entraînant la suspension du résultat par la Linafoot. Le bus de Bazzano a été caillassé. Il est urgent que le fair-play revienne dans nos stades, car la violence sportive n'ajoute que du chaos au chaos. Pour clore cette édition de la semaine, récapitulons l'essentiel. Incertitude à Kinshasa pour demain, marche de l'opposition maintenue contre l'interdiction de l'autorité urbaine. Crise de confiance diplomatique,
l'Église catholique et la société civile demandent des comptes après la chute d'Uvira, malgré les accords de Washington. Le président Tshisekedi assume un constat sévère sur l'état initial de l'armée pour justifier les réformes en cours, appelant au sursaut patriotique. Je n'oublierai pas la pensée du jour afin de clôturer cette semaine. Le président a parlé de patriotisme et de corruption. Il est facile de demander au peuple d'être patriote. Mais le patriotisme ne se nourrit pas de promesses. Il se nourrit de justice, de sécurité et d'exemplarité. Comme l'a dit Delice Sanga hier, c'est nous-mêmes qui construirons ce pays. Peut-être est-il temps de cesser d'attendre que les solutions viennent de Washington, de Doha ou de Bruxelles et de commencer à balayer devant notre propre porte à Kinshasa comme à Beni. Merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons en fin de semaine prochaine pour de nouvelles descriptions de l'actualité. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.